Welcome to Florence Miaël studio. Probably you don't know her. She's a great French artist and we are going to discover her work and her next feature film called The Crossing. Nous sommes aujourd'hui dans le studio de Florence Miaël, dans un endroit que la plupart de vous, je suis certain, ne connaissent pas, qui sont les frigos. Les frigos, c'est quoi? Eh bien, ça vient du mot frigidaire, curieusement. Ce sont des entrepôts qui ont été transformés en un lieu de création artistique qui a été habité par peintres, sculpteurs, artisans et Florence Miaël. Florence Miaël qui à l'origine est une peintre, mais elle va se présenter elle-même encore mieux que je le ferai. Peintre d'abord et animatrice ensuite. Florence? Oui, peintre d'abord, oui, mais c'est vrai que maintenant le métier de l'animation a devancé largement celui de la peinture. Je suis animatrice maintenant avant tout. Tu es peintre tout d'abord et à un moment donné, tu as eu envie d'aller plus loin dans l'expression picturale en animant ta peinture. Quelle est l'origine de ce mouvement? Pourquoi en es-tu arrivé à vouloir animer cette peinture? En fait, je crois qu'au départ, l'animation, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée et passionnée. Et je suis rentrée aux arts décoratifs à Paris, à l'École nationale supérieure des arts décoratifs, en me disant que j'allais peut-être faire de l'animation là-bas. Mais à l'époque, ça n'existait pas vraiment, il n'y avait pas vraiment une section animation aux arts déco. Et donc, je me suis plus dirigée vers la peinture, la gravure, peinture et gravure surtout. Donc j'ai fait une section gravure et j'ai eu un diplôme en gravure. Mais avec cette idée-là que j'aurais bien aimé, donc je suis sortie des arts déco en me disant j'aurais bien aimé faire de l'animation dans ma vie. Et puis le temps a passé et j'en ai fait 10 ans après de sortie des arts déco en fait. Et alors tes premiers pas dans l'animation, ça a été un film fameux que tout le monde connaît en France et en Europe, Hamam, en 1991, qui est un film qui a été nominé au César dès ta première œuvre. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la création de Hamam? C'est-à-dire, tu es parti de l'idée de peindre, mais d'animer, et soudain, tu as donné du mouvement à la matière. Alors oui, comme je disais, j'avais toujours eu envie de faire de l'animation. Quand je suis sortie, j'ai toujours eu envie de faire de l'animation. Je suis sortie des arts déco et j'ai commencé à faire toute une série de peintures et de dessins sur le hammam. Donc je partais avec mon carnet de croquis, j'allais faire des croquis dans les hammams à Paris. Et une fois que j'ai eu toute cette série de toiles et des dessins, alors après les choses, c'est souvent des rencontres effectivement qu'on fait avec les uns et les autres. Et au moment où j'avais toute cette série de peintures, j'ai rencontré Robert Lapoujade, qui lui aussi était un peintre qui était venu à l'animation presque parallèlement, ou en tout cas par la suite. Pour revenir sur Hamam, donc l'histoire est d'une très grande sensualité. On est dans un univers, on se sent dans l'univers du Hamam. Qu'est-ce qui t'a amené à évoquer cette sensualité? À partir des dessins, des petits croquis que j'avais faits au hammam, qui étaient presque comme un reportage dessiné, parce que j'étais là, je croquais un peu les femmes. Il y avait mes carnets à dessin qui étaient tout moites d'eau, enfin de la vapeur d'eau qui se dégageait. Et à partir de ça, la sensualité, elle est dans le lieu, quoi. Elle est inhérente au lieu. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, je faisais que noter les choses avec mon œil de dessinatrice ou de peintre. Et après, reconstituer cette atmosphère dans les tableaux, j'essaye pas d'y mettre dans la sensualité. Elle y est, ça me dépasse, quoi. C'est ma façon de travailler. Et je pense qu'effectivement, j'ai gardé quelque chose de très... Ce qui m'intéressait en passant de la peinture à l'animation, c'était d'essayer de faire comme un espèce de tableau animé. Donc c'était effectivement donner la vie à ces corps qui étaient déjà présents dans les toiles et c'était tout d'un coup leur donner la vie dans un film, quoi, de les faire bouger. Et pour moi, ouais, voilà, cette atmosphère de femmes entre elles, complètement dégagées du regard extérieur des hommes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de complexe à se montrer en général, elles n'essayent pas de paraître, elles ne sont pas maquillées, elles sont vraiment à l'état pur, disons, ou naturel, quoi. Et on s'aperçoit, moi je m'en étais déjà aperçue
quand je faisais les dessins, de temps en temps, on voyait arriver des jeunes femmes superbes, et puis dès qu'elles enlevaient leurs vêtements, il n'y avait plus rien, quoi. Et au contraire, des femmes qui avaient l'air de rien, et dès qu'elles enlevaient leurs vêtements, il y avait quelque chose comme ça qui remplissait l'espace et qui était magnifique. Donc c'était un peu ça que j'essayais de rendre dans le film. Et une fois nus, c'est plus que les corps qui parlent, et le fait de leur donner en plus le mouvement, c'était faire parler les corps avec le mouvement en plus, quoi. C'était vraiment ça que j'avais envie de faire en rajoutant du mouvement à la peinture. Et alors, parlons mouvement, parlons musique. La musique est très importante dans Hammam, comme d'ailleurs dans tous tes films plus tard. Et cette musique, il y a eu beaucoup de recherches. Il y a une musique qui semble être, d'origine de l'ambiance Hammam, mais... C'est Kalsoum. Voilà. Il y a une telle poésie qu'on va aussi loin que de rentrer dans le film et presque de respirer l'odeur du hammam. Hein, on a cette impression de vapeur, il y a un parfum subtil, tant l'expression est forte. Et d'ailleurs, je propose que nous envoyions un extrait. Donc, lançons Hammam, extrait. Dans la continuité de Hammam, tu vas rentrer dans un univers encore plus, comment dirais-je, plus dans le conte encore, dans le conte des Mille et une nuits. Tu vas nous emmener dans un univers complètement onirique. Et puis, tu vas donc créer ce film Scheherazade. Scheherazade qui est très sensuel, mais aussi assez violent, cru, tendre, passionnel. Pourquoi Scheherazade ? Alors, toutes les histoires qui font qu'on fait des films, c'est toujours des longues histoires, mais pour faire un peu court, après avoir fait Hammam, j'avais pas envie de quitter l'atmosphère orientale, justement. J'avais envie de rester dans cette atmosphère-là. Et à ce moment-là, en discutant avec une amie, elle m'a dit « Ah, mais est-ce que tu as lu Les Mille et une nuits ?» Alors évidemment, je les avais lus. Et elle m'a dit, mais elle travaillait à Arte, et elle me dit, mais pourquoi on ferait pas... À l'époque, Arte terminait son programme à minuit. Et on s'était dit, pourquoi on ne proposerait pas à Arte une petite... 5 minutes, voilà, comme on fait maintenant d'ailleurs beaucoup, mais 5 minutes qui clôtureraient le programme avec Scheherazade qui finissait en disant, et voilà, et l'histoire, on va vous la raconter demain. C'était le début de l'idée. Alors effectivement, c'était un projet qui, je pense, était beaucoup, beaucoup trop ambitieux pour moi. Et on a fait... Ça s'est réduit façon de parler, mais ça s'est condensé sur l'histoire inaugurale de Scheherazade, dont j'avais l'impression qu'on la connaissait très mal, parce que souvent elle est très édulcorée, où c'est simplement 2 lignes au début des Contes des Mille et une nuits pour les enfants, en tout cas, pas bien sûr les traductions les traductions, mais que c'était 2 lignes pour les enfants qui disent voilà, le roi Shahriar, jaloux, voulait tuer tout le monde et il a décidé et Scheherazade est venue pour raconter les histoires. En général, c'est très édulcoré et en fait, j'avais envie de raconter Scheherazade telle
tel que c'est raconté dans les contes, dans les traductions plus simple, plus moderne. Plus moderne, plus moderne, ou même dans la traduction de Galland, qui est quand même très crue aussi, enfin voilà, j'avais lu plusieurs traductions, et voilà, c'était la première chose, et puis ensuite, ça s'est passé aussi à un moment où j'ai lu d'un petit entrefilet dans Le Monde qui disait que les contes, les livres de Scheherazade étaient brûlés en Égypte, et du coup ça m'a aussi donné envie de raconter cette histoire-là et de montrer que la littérature perse, c'était aussi une littérature qui pouvait être crue, qui nommait un chat, et qui, voilà. Alors, pour exprimer Scheherazade, tu utilises une technique bien particulière que tu utilises dans la plupart de tes films. Est-ce que tu pourrais nous parler de la méthode d'animation que tu utilises ? Alors, c'est effectivement parti avec Hammam, et c'est ce que je disais un peu à propos de Hammam, c'était vraiment l'envie, c'était de mettre la peinture en mouvement. Et donc, ce qui me semblait le plus évident, c'est pas du dessin animé classique, où on fait tous les dessins les uns après les autres. Là, c'est des dessins qui se font directement sous une caméra, et je transforme petit à petit le dessin, et au fur et à mesure des transformations, je prends des images. Et donc, chaque dessin que je fais efface partiellement le précédent. Et les techniques que j'utilise, donc, qui permettent de faire de l'animation directe, à l'époque de Scheherazade et de Hammam, c'était pastel sec sur du papier. Chaque plan demande un nouveau dessin et le dessin se termine quand le plan est achevé, et c'est des superpositions, c'est des strates de matière qui se superposent, c'est des couches de matière qui se superposent les unes aux autres, quoi, Ce qui fait que pour faire une seconde d'image, combien de manipulations Du dessin, 12 à peu près, entre 8 et 12. Ce qui fait que pour un film d'une minute, 10 minutes, voire un long métrage... Il faut faire le calcul, quoi. Il faut faire le calcul, c'est un travail absolument colossal. Et tu conserves les plaques ? Non, alors c'est pas des plaques. Alors au moment de Hammam et de Scheherazade, c'est pas des plaques, c'est des feuilles de papier, et il n'y a plus que la dernière image de chaque plan. Mais quand, par exemple, le personnage sort complètement du champ, eh ben, il reste rien sur la feuille de papier que j'ai utilisée. Rien, où il reste un fond, quoi. Les gens sont très déçus souvent quand ils voient les dernières images des plans, parce que parfois il reste rien, quoi, alors qu'il y a toute l'animation s'est faite sur le papier et tout disparaît au fur et à mesure. Et c'est pareil pour toutes les techniques, parce qu'après j'ai utilisé des techniques de peinture sur verre, de sable, d'autres choses, et tout disparaît au fur et à mesure que ça se fait. C'est pas frustrant ? Non. Non. C'est pas comme une œuvre d'art que tu pourrais garder encadrée, accrochée. Oui, mais justement, de l'expérience que j'ai de la peinture, en fait, je trouve ça extrêmement difficile de faire une seule œuvre qui doit contenir en fait quelque chose de tellement fort qu'en continuant à la regarder et tout ça, on en soit toujours émerveillé, quoi. Ça, je trouve ça extrêmement, extrêmement difficile. Alors que d'avoir cette espèce de peinture qui évolue et sur laquelle on ne s'attarde sur aucune image, mais l'œuvre, c'est le film, quoi. On ne s'attarde sur aucune image, et puis s'il y a quelque chose qui se passe, c'est dans le mouvement, à la fois dans le travail de la matière, dans le mouvement, mais c'est pas quelque chose non, ça me frustre pas. Ma mère était peintre, et du coup, voilà, c'est peut-être aussi la raison pour laquelle... Mireille Miaille. J'ai dit ma mère, oui. Oui. Mireille Miaille. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle je me suis dirigée vers autre chose que l'image fixe. Eh bien, regardons quelques extraits de Scheherazade. On en voit. L'histoire commence le jour où Chaznan, le prince de Samarcande, arrive au palais de son frère, le puissant roi Shahriar, qui s'ennuyait de lui. Les années d'absence n'ont pas terni l'amour que se portent les deux frères. Mais seul Dieu, qui est plus sage et plus puissant que nous, pouvait connaître la désolation qu'allait nous apporter ces belles retrouvailles. Il aurait dû être content, Chaznan.
danseuses se suivent, délicates comme des fleurs d'oranger. Son frère le reçoit comme un prince dans son palais. Mais rien n'éclaire le prince à la sombre figure. Rien, je te dis, pas même les coquineries. Rien ne l'amuse, rien ne le distrait. Misérable Chaznan, le sommeil lui-même l'abandonne. Parce que la nuit, c'est pire encore. Chaznan se débat en enfer. Le souvenir l'assiège, plus amer que la myrrhe. Le malheur est entré par la porte de son œil et ne l'a plus quitté. À Samarcande, alors que sa caravane déjà s'ébranlait, Chaznan a voulu embrasser une dernière fois la femme dont il était tendrement épris. Au dernier moment, alors que tous le croyaient parti, il est revenu chez lui, au palais, dans sa chambre. Et c'est là qu'il a vu de ses yeux sa femme, sa reine, son trésor endormi toute nue dans les bras d'un garçon de cuisine. Il les a égorgés. Alors là, on va se retrouver dans une ambiance de vécu, une période qui, je pense, te concerne beaucoup. Ça te rappelle des souvenirs. Il y a du vécu. On arrive en plein été, un premier dimanche d'août. On est dans un village, on est dans du terroir. C'est très humain, c'est très affectif. Et on va rentrer dans une fête. Pourquoi as-tu été dans cette fête? Et tu nous racontes. Ben, c'est vrai qu'après avoir justement fait tout ce travail sur des films entre guillemets orientaux, j'avais envie un peu de parler de plus de... Puis tout le monde me disait « Ah, mais est-ce que tu viens de là-bas ?» Ben non, je venais d'un village... Mon père vient d'un village du sud de la France. Et donc j'avais envie de raconter une histoire qui me concernait plus, ou en tout cas dont j'étais le plus proche, je sais pas, mais en tout cas qui... Voilà. Et les balles de village, j'ai dû faire les balles de village de 2 ans jusqu'à maintenant, quoi. Et donc c'était ça, c'était un peu essayer de rendre compte de l'atmosphère de ces balles. Et en fait, je pense qu'entre Hammam et puis et au premier dimanche d'août, c'est 2 portraits de lieux, quoi. Il y avait le lieu Hammam et puis le lieu, cette place de village, qui est aussi un lieu clos, qui est aussi un lieu où finalement le mouvement dévoile quelque chose des corps, quoi. Il y a le même rapport entre... pour moi, il y avait la même chose, quoi. C'est-à-dire comment le mouvement parle des corps, des gens, et dans une atmosphère où comme au hammam, les classes sociales, il y a les jeunes, il y a les vieux, il y a les riches, il y a les pauvres. Tout le monde est mélangé dans le même endroit. Tout le monde est un peu dans le même voyage. Ah, voilà, c'est ça. Dans la un même, petit voyage, une temporalité... Qui est à la fois, alors c'est une temporalité qui est à la fois celle d'une nuit, parce que c'est une nuit dans un village du sud de la France, et en même temps on sent bien cette transformation, ce passage de génération à génération. On sait bien que les enfants que je montre moi en animation, ces enfants de ce moment-là, de cette nuit-là, seront les adultes de demain et qu'on les retrouvera. Donc il y a ce côté intemporel de la fête du village où effectivement les générations se succèdent et puis les gens meurent et puis il y en a d'autres qui prennent la place. Voilà, c'est un peu le voyage de la vie de toute façon. Un espèce de voyage à travers un bal comme ça avec les... Et puis aussi ces impatiences de ce soir, de ce premier dimanche d'août où la fête va se passer, où des événements vont se passer, on va se rencontrer, on va se lier. On se rencontre, on tombe amoureux, on s'embrasse, ou au contraire, on se bagarre. Enfin, c'est des petits micro-événements, mais qui font aussi les événements d'un... Qui sont eux aussi très charnels et très sensuels, en fait. Oui, parce qu'effectivement, là aussi, le corps parle, se libère. Les gens qui ne savent pas danser se mettent à danser. Il peut y avoir des filles qui dansent formidablement bien et puis d'autres qui essayent de suivre derrière. Enfin, voilà, c'est tout ces... Et là aussi, comme pour le hammam,
j'avais commencé par faire énormément de croquis dans les bals de village, comme j'avais fait des croquis dans le... Et là aussi, la musique a énormément d'importance, elle est dans le rythme, hein, évidemment, de la fête des villages. Donc je propose qu'on regarde un extrait d'un premier dimanche d'août. Vous êtes parce que c'est la route. T'as laissé maman faire la cuisine. Oh non, non, maman, c'est quand avec des amis, vous êtes sûr que vous y retournez? Il a même pas sonné, il y a des cloches extraordinaires ici. Bon allez, on vous emmène. Il y a du monde, Eh oui, ça change. Brailler, toute la poutre. Oui, ça peut être une chance. Hein? Allô? Maman? Alors tu vas faire la calculatrice? Oui, oui, ça va. Et les photos que tu m'as données. Oui, il m'a fait la campagne, c'est pas comme à la mer. Mario, derrière. Tu as commencé à travailler en argentique, c'est-à-dire avec une caméra 35 mm, image par image en 35 mm. Et il se passait quelque chose d'un peu magique, c'est qu'une fois que tu avais fini de tourner, tes bobineaux partaient au labo. Il se passait quelques jours avant que ça revienne. Et tu ne savais pas Ce que j'allais découvrir. ce que tu allais découvrir. Et puis tu as dû passer, bien sûr, au numérique. Ce que m'a apporté le numérique, ça m'a permis de faire des images autrement. J'aurais pas pu faire Conte de quartier en argentique, tel qu'il est là. C'est-à-dire que la technique m'a permis de travailler autrement l'image, en fait. Mais par contre, je pense pas que ça a joué sur l'histoire, parce que chez Razat, c'était déjà une histoire, et ça me gêne pas, en fait. Mais par contre, ça change le rapport qu'on a avec le temps de travail, justement, le temps du développement de l'image, le temps de réflexion, le fait de pouvoir voir ces images au fur et à mesure. En fait, et puis il n'y avait pas non plus tout ce qu'il y a maintenant, donc au départ ça n'a pas changé grand-chose à ma façon de filmer. Ça a changé plutôt dans la conception de l'image, quoi. L'image était plus la même, en fait. Je pouvais faire des couches qui ensuite étaient... en fait, je pouvais travailler, au lieu de travailler l'image dans tout son ensemble, comme je faisais pour les précédents films, où tout doit se faire au même moment. Là, ça me permettait de travailler par couches, donc ça m'a permis d'avoir une couche pour les décors, une couche pour les personnages principaux, une couche pour les personnages secondaires. Et grâce au procédé de compositing, je pouvais mélanger toutes ces couches pour faire une espèce de ville qui était faite de morceaux épars que je pouvais ensuite rassembler, reproduire. Voilà. Ça a changé plus Après, l'histoire... Enfin, c'est le premier film où, en fait, je voulais mêler en même temps les choses que je pouvais raconter comme un portrait de lieu, j'en ai parlé, comme Hammam et au premier dimanche d'août, qui étaient des portraits de lieu. Là, j'avais envie de faire le portrait d'un quartier entre construction et démolition. Mais j'avais envie aussi d'y rajouter une histoire, parce que Hammam et au premier dimanche d'août, il n'y a pas vraiment d'histoire. Et là, j'avais envie d'assembler les deux, de faire à la fois un portrait de lieu, mais que ce soit aussi une histoire qui était racontée. Donc voilà. Mais le numérique, ça a plus changé ma façon de concevoir l'image. Oui.
Donc en 2006, ce film remporte, a une mention au Festival de Cannes, hein, ce qui est quand même formidable. Et qu'est-ce qui te fait penser que cette mention ait été attribuée à ce film? Je sais pas. Non, tu as une intuition qui te dirait l'originalité du film? Ouais, l'originalité. Je pense que le jury n'avait pas forcément l'habitude de voir des films d'animation qui ressemblent à ça, quoi. Mais sinon, je sais pas. Oui, c'est toujours loin très de Disney, mystérieux, en fait. ce qui fait qu'on a un prix ou qu'on l'a pas quand on est... Moi, je propose qu'on regarde un extrait de Contes de quartier. naa la seet nga ko yërëm sa mbokk yi nekk ci Dakar waaw nga jàppale ma ci xam nga wàcce nga jéem a seet xanaa xam nga kooku doo te ba def rek parce que bari naa fi ay gaay mais gaay yooyu da ngay laaj ci ñoom boo xam ndax dana am ku la mën a dimbale wala déet. Et dans la foulée, depuis 2010, où tu as reçu donc le prix pour le premier prix du scénario au festival Premier Plan à Angers, tu développes La Traversée. Et tu réalises La Traversée, qui devrait sortir sur les écrans très bientôt. Dès que ça sera possible. Dès que ça sera possible, dès que les salles seront rouvertes, on va dire, ou d'autres phénomènes. Tu pourrais nous parler un petit peu de ce qui t'a amené à raconter La Traversée, ou en anglais The Crossing. Alors l'idée de faire un long métrage, c'était pas une idée évidente parce que j'ai des façons d'animer qui sont très artisanales et très artistiques et très personnelles. Jusqu'à présent, tous les films que j'ai faits, je les faisais seule. Donc la première chose, ça a été de se dire oui, on va faire un film et puis de convaincre aussi une productrice, Dora Benousilio, qui a tout de suite été convaincue d'ailleurs, de dire voilà, on va faire un long métrage. On va essayer de faire un long métrage avec ma technique, c'est-à-dire de la peinture animée et de l'animation directe sous la caméra. C'est-à-dire que la préparation, l'animation se fait au fur et à mesure. Et donc déjà ça, c'était quelque chose qui était assez difficile. Et alors l'envie de faire ce long métrage, c'est venu un petit peu de tout ce qui se passait autour de moi. C'était il y a plus de 10 ans. Mais déjà, le thème des migrations était déjà... on n'en parlait pas beaucoup dans la presse, mais par contre, il y avait déjà on savait qu'il y avait déjà beaucoup de monde qui essayait de traverser, en particulier la Méditerranée, pour essayer de rentrer en Europe. Et en fait, ça faisait vraiment écho avec l'histoire de ma famille, qui est partie en 1905 d'Odessa, chassée par les pogroms, à l'époque les pogroms contre les Juifs, en même temps que toutes ces grandes migrations qui concernaient aussi bien les Juifs que les Arméniens,
enfin, qu'on a pu voir dans America de Kazan et dans plein de films de cette époque. Donc c'était essayer de lier ces migrations d'aujourd'hui aux migrations d'hier. Et je trouvais que l'animation donnait justement le côté un peu intemporel de ces migrations. Donc en fait, on a construit le scénario avec l'écrivaine Marie Desplechin, avec qui je travaille depuis déjà très longtemps, en se disant qu'on voulait raconter une histoire où au départ, l'histoire du début pourrait être effectivement dans cette Ukraine des années du début du XXe siècle, et la fin de l'histoire était peut-être même dans une Europe un peu future où les choses se durcissaient encore plus par rapport aux migrants. Comme on a commencé le scénario il y a 10 ans, on était un peu en avance sur l'actualité. Et puis finalement, il a mis tellement de temps à se faire que maintenant on est en plein dedans et je ne sais pas trop quand on en sortira. C'est-à-dire que d'Ulysse à, enfin, oui, de Moïse à nos jours, les peuples ont migré, ont changé de continent, ont changé de pays, ont changé de, voilà. Donc c'était ce qu'on voulait raconter avec Marie, c'était cette histoire de migration, oui, intemporelle. C'était raconté presque sous forme de conte. C'est un peu les histoires des petits poussets où tout d'un coup les parents sont obligés d'abandonner leurs enfants parce que la vie est trop dure, donc ils sont obligés de les abandonner et qu'il y a forcément des moments d'histoire qui sont comme ça. C'est le conte du petit pousset, c'est un moment d'histoire tragique certainement. Les gens n'ont plus rien à donner à manger à leurs enfants, alors qu'est-ce qu'on fait devant ça? Donc là, on a choisi avec Marie de raconter l'histoire de 2 jeunes adolescents très jeunes qui vont effectivement perdre leurs parents au cours de leur fuite vers un endroit où ils espèrent trouver une vie meilleure. Et il y a un moment où les parents leur disent « partez sans nous, partez ». Et il y a plein de périodes de l'histoire où il a fallu dire « partez sans nous ». Ou partez ou restez, au contraire, restez, ne partez pas avec nous. Et on en connaît tous. Donc c'est un film d'une grande universalité. J'espère. Oui, et qui certainement touchera beaucoup le public américain. Combien de temps t'as pris donc la réalisation par elle-même? On a fait, ça a été un travail énorme parce tout est peint, tout est animé en peinture animée. On a travaillé sur 3 pays différents. On a travaillé en République tchèque, en Allemagne, à Leipzig et à Halle, et à Toulouse pour les studios. On a fait plus de 500 décors, 500 ou 600 décors en peinture. Et il y a eu 1 an de travail avec des animatrices, 18 mois de travail avec des animatrices en République tchèque, 5 animatrices, en Allemagne 3 animatrices pendant 1 an, et à Toulouse 5 animatrices, enfin 5 bancs titres en tout cas, pendant 8 mois. Donc voilà, c'était un travail colossal. Et j'espère qu'on s'en est bien sorti. Vu les extraits que nous allons voir dans quelques instants, je pense que oui. Une question plus personnelle en termes de réalisation. En tant que réalisatrice, auteur de ce film, c'est toi qui en as eu la volonté de le réaliser. Quand tu parlais aux équipes, qu'est-ce que tu essayais de transmettre? J'ai énormément parlé. J'ai beaucoup été traduite aussi parce que je ne parle pas ni allemand ni tchèque. J'essayais déjà de leur transmettre cette technique de peinture directe sous la caméra parce qu'elle n'est pas très utilisée. Et il y avait des animatrices qui avaient envie, il y en avait qui n'en avaient jamais fait parmi les animatrices que j'avais. Donc j'essayais de leur transmettre la technique, ma façon d'animer, ma façon de concevoir l'animation, de rester dans un travail effectivement pictural. Je voulais pas que le film devienne trop... je voulais que ça reste un film en peinture animée, je voulais pas que ça devienne illustratif, entre guillemets. Et puis après, je leur racontais effectivement
les raisons pour lesquelles j'avais fait ce film, un petit peu l'histoire de ma famille, le fait que... Il y a aussi l'histoire de ma mère qui a fait... On utilise... Parce que la jeune fille qui raconte l'histoire dans le film dessine. Et en fait, je me suis un peu inspirée aussi de l'histoire de ma mère qui dessinait à 15-16 ans sa famille. Et on utilise les dessins qu'avait fait ma mère à l'époque dans le film lui-même. Enfin, il y a une espèce comme ça de transmission et d'aller-retour entre le travail qu'a pu faire ma mère, le mien. Cette histoire que je raconte, qui n'est pas du tout la sienne, mais qui l'est un petit peu, parce que c'est quand même ses parents à elle qui sont partis d'Odessa. Alors, l'âge moyen, c'est intéressant. L'âge moyen de tes équipes, c'était... D'abord, c'était la plupart... j'ai eu quasiment que des animatrices et un animateur seulement. Donc ça, c'était quand même une équipe de filles dont je ne... Enfin, c'était pas un choix de ma part. Ça s'est fait comme ça. C'est quasiment que des filles qui se sont présentées pour les castings d'animatrices. Et alors... Presque. Oui, pardon. Et l'âge moyen, je sais pas, je crois que la plus jeune avait 20 ans, je pense. Et il y en avait une qui était encore étudiante, enfin en dernière année d'études, mais qui était encore étudiante. Et la plus âgée, 40-45 ans, donc l'âge moyen, c'était plutôt autour de 30. Ouais. Ça devait être très intéressant de voir leur réaction. Est-ce que tu as dialogué avec elles, donc est-ce que leur sensibilité était, je dirais pas exacerbée, mais disons, amener un dialogue avec toi, à te poser des questions, à évoquer leurs émotions? On a travaillé ensemble tellement longtemps, c'est difficile. Non, je pense que c'était aussi bien avec les animatrices que les décoratrices d'ailleurs, mais on a beaucoup parlé, oui, c'est une expérience très forte en fait. Avec les décoratrices, parce que en fait, quand on est réalisateur, on est amené à... Enfin, réalisateur, ça fait longtemps que je le suis, mais en travaillant avec d'autres, on est amené à expliquer beaucoup de choses pour motiver les gens. On est amené à expliquer beaucoup de choses de soi-même, de pourquoi on fait le film. Voilà. Et puis le film était assez... à la fois, c'est une histoire qui est relativement personnelle. Donc effectivement, on transmet beaucoup de soi-même. Je leur ai beaucoup montré justement ma mère, enfin, les dessins de ma mère, les livres de ma mère. On s'est inspiré de certaines de ses peintures et de ses dessins aussi. Donc il y avait quelque chose comme ça d'assez fort. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y en a certaines qui ont voulu récupérer des bandes-titres pour faire des films, des films elles-mêmes en peinture animée. Enfin, il y a eu en tout cas... Oui, ça les a... Je crois, je crois. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Peut-être allons-nous voir quelques extraits du trailer annonçant le film.